assuré par Elisabeth Théa Massari Etienne, Ibrahima Djikine, Aïcha Malika Touré au micro, aux présentations. Bonjour et bienvenue dans votre émission Grande Table, émission qui vous permet de débattre autour des sujets d'intérêt général. 2 octobre 1958, 2 octobre 2017, cela fait 59 ans que la Guinée est indépendante. Nous avons eu un premier président, Ahmed Sékou Touré, qui a dirigé le pays de 1958 à 1984. Et nous avons connu aussi la gestion de la Guinée à travers le général Lansana Conté de 1984 à 2008. Nous avons aussi connu le temps de la transition avec le CNDD. Aujourd'hui, nous sommes sous le changement avec le professeur Alpha Condé. La Guinée et la gestion de son indépendance, c'est le thème qui nous réunit ce matin. Et pour parler de ce thème, nous recevons pour vous le secrétaire général du PDG, M. Mohamed Touré. Monsieur Touré, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue dans ce studio. Merci. Il est accompagné par le président du Conseil national de la JRDA, M. Oye Biavogui. Monsieur Biavogui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la jeunesse de la Révolution démocratique africaine. Alors, Aïcha Malika Touré, bonjour. Bonjour Eti et bonjour à nos invités. Ibrahima Djikine, bonjour. Bonjour à vous, Etienne Massari, bonjour à nos invités. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion de l'indépendance, 59 ans. Avant de commencer de parler d'abord de cette gestion, nous allons revenir un peu dans l'histoire pour la nouvelle génération, afin qu'ils puissent comprendre comment la Guinée a accédé à son indépendance. Mais M. Touré, brièvement, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'histoire du référendum? Bien, d'abord, je tiens à vous remercier de nous inviter, Parti démocratique de Guinée, ce 2 octobre 2017, pour célébrer avec vous l'anniversaire de la proclamation de la République de Guinée. Le 2 octobre, en effet, 58, la Guinée se montrait au monde en tant que nation, en tant qu'État souverain. Mais ce 2 octobre 1958 a été le produit d'un processus historique et d'un processus politique. Ce qui fait que de tous les pays francophones de l'époque, on appelait des territoires, parce qu'ils n'avaient pas encore acquis le statut de souveraineté et donc de nation indépendante, les territoires d'outre-mer et les territoires français de la Guinée et de l'Afrique française, donc à l'époque, ont tous été soumis à ce référendum. De tous, c'est la Guinée, il faut noter, qui a été de façon singulière la seule capable à l'époque de faire face à ces défis historiques et de réclamer de façon démocratique et par une très large majorité des populations guinéennes l'indépendance en votant non le 28 septembre. Donc, cela a été, donc, comme je dis, un processus en Guinée qui a été conduit avec beaucoup de dextérité et de clairvoyance par le Parti démocratique de Guinée et le leadership qu'il avait à l'époque. Le Parti démocratique de Guinée a su donc préalablement mobiliser l'ensemble des populations guinéennes et les regrouper et leur donner la formation, suffisamment de formation politique, suffisamment de formation idéologique pour qu'elles puissent à l'unisson décider d'opter pour leur indépendance. Ceci s'est fait
dans un processus, comme je le disais, et le processus a amené le Parti démocratique de Guinée à pratiquement assumer toutes les fonctions de pouvoir déjà sous le régime colonial, à la faveur du régime de semi-autonomie qui a été octroyé, si vous voulez, ou qui a été le résultat aussi de beaucoup de batailles. C'est vrai, parce que la France elle-même, la France coloniale, se retrouvait dans un contexte global mondial qui l'amenait à gérer différemment son mode colonial. Et donc, dans le souci d'affaiblir les formations politiques qui sont nées, si vous voulez, à un moment donné, dans la lutte, surtout après la guerre 39-45, la Deuxième Guerre mondiale, qui a été extrêmement difficile pour la France. Donc la France a été obligée d'innover, si vous voulez, au niveau de la gestion de ses territoires et de ses colonies. C'est ainsi qu'en France, une loi cadre, la loi cadre qu'ils ont appelée Gaston Defferre, a connu le jour. Et cette loi cadre était dirigée dans le sens de donner la possibilité aux populations des territoires colonisés d'avoir une partie de la gestion. C'est pour ça qu'on les a appelés une situation de semi-autonomie. Alors, cette situation de semi-autonomie que la loi cadre a offert, la Guinée, le PDG, qui était le parti dominant déjà sur le plan politique, l'a utilisé à fond. Il l'a utilisé de façon à ce que la nation guinéenne, enfin la nation guinéenne, non, mais les populations du territoire de la Guinée à l'époque puissent, n'est-ce pas, se démocratiser. C'est ainsi, à la faveur de la loi cadre, que la courroie de transmission entre les coloniaux, l'autorité coloniale et les populations, qui étaient essentiellement les chefs de canton, ont été remplacés par des conseils de village, des conseils de quartier, des conseils élus démocratiquement. À partir de ce moment, et puisque le PDG avait déjà une position dominante sur le plan politique dans le pays, et cela se manifeste par une assemblée territoriale qui comportait 60 membres, desquels 57 étaient déjà du PDG, donc la domination politique du PDG était de fait, elle était totale. Et c'est sur cette base que les populations ont été préparées et que le vote négatif a été possible. Non seulement le vote a été possible, mais le contrôle de ce vote, des résultats, a aussi été possible. Donc c'était infaillible, c'est en Guinée que ça pouvait se faire et c'était dû à la dextérité politique du PDG, à l'organisation que le PDG avait mise en place et à l'éveil que cette organisation et que l'éveil de conscience des populations que cette organisation avait permis en 1958. Donc, et quand il est arrivé le moment de voter, il y a un autre aspect de cette histoire qu'il faut évoquer. Parce que généralement, les adversaires du PDG disent « Oh, le PDG a balbutié, il n'était pas prêt, et il est venu à la dernière minute seulement pour dire non, etc. » Ah, les étudiants étaient plus déterminés, notamment la FEANF qui était en France, notamment, etc., etc. Il y avait beaucoup d'autres partis politiques qui étaient beaucoup plus pour le non. Le PDG, c'est à la dernière minute qu'il a voté le non. C'est une réalité que la décision a été prise, la décision de voter non a été prise le 14 septembre. Le 14 septembre, le PDG a convoqué une conférence du parti. Et tous les délégués de cette conférence sont venus de partout, de toutes les sections territoriales du parti, pour venir
à Conakry et se regrouper. Plus de 300 personnes étaient regroupées à Conakry et c'est là, à l'occasion de cette conférence, que la décision a été prise. Mais la décision a été prise pourquoi ? Parce que le PDG a toujours souhaité que tous ces mouvements et que ce mouvement d'indépendance soit un mouvement global africain. Que l'Afrique de l'Ouest, dans le cas qui nous concerne, l'Afrique qui était politique, qui était représentée par le RDA à l'époque, et au-delà de l'Afrique de l'Ouest, que toute cette Afrique revendique son indépendance en même temps. Donc, quand il a été question de négocier les clauses de la Constitution qui nous concernaient, qui concernaient la gestion des territoires, le RDA a désigné le président Ahmed Sékou Touré, qui en était le vice-président, pour aller négocier ceci avec le général de Gaulle. Cette négociation voulait, de la part de la position du PDG, de la part de la position donc, incarnée par le président Ahmed Sékou Touré là-bas, voulait que, premièrement, il y ait une clause dans la Constitution qui dise la possibilité est donnée à tous les territoires de se séparer de la communauté à guise, au moment où ils veulent et comme ils veulent. Cette clause n'a pas été acceptée. La gestion aussi des questions des différents territoires, c'est-à-dire sur le plan des affaires étrangères, sur le plan de la défense nationale, sur beaucoup d'autres plans, comment est-ce qu'on devait organiser pour que ces pays intègrent et aient une responsabilité conséquente dans la gestion de la communauté. Ceci n'a jamais été accepté. Donc, puisque ça a été comme ça, ça n'a été comme ça, nous avons tiré les conclusions, nous avons tiré les leçons, les négociations n'ont pas abouti, il fallait prendre une position. Et la position du Parti démocratique de Guinée a été prise conséquemment de se sévrer de cette communauté qui n'était qu'une expression nouvelle de l'esclavage auquel nous étions soumis. Donc, le 14 septembre, c'est le processus, le PDG étant fort dans le pays, et ça ce n'est pas nous qui l'avons dit, le gouverneur de l'époque l'a dit, celui qui était le conseil, présidait le conseil fédéral à Dakar l'a dit, la position du président Ahmed Sékou Touré d'ailleurs, ils l'ont dit, si Ahmed Sékou Touré dit de voter oui, 95% des Guinéens voteront oui. Si Ahmed Sékou Touré dit de voter non, 95% des Guinéens voteront non. Et cela parce que déjà le PDG était la force principale du pays. Et effectivement, cette prédiction a été, puisque les consignes du PDG le 14 septembre 1958 ont été de voter non, et après, les résultats ont montré que 95% des Guinéens ont effectivement voté non. C'est dans ces conditions, donc démocratiquement, et c'était pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que cette histoire est intéressante. C'est pour ça que cette histoire est glorieuse, parce que c'est une manifestation populaire, c'est la manifestation de toute la nation dans un acte de vote pour réclamer ce qui est son dû le plus fondamental, sa liberté, sa souveraineté. D'accord, monsieur le secrétaire général du PDG RDA, je rappelle que vous êtes monsieur Touré Mohamed. Monsieur Touré, aujourd'hui, nul n'ignore que nous fêtons le 59e anniversaire de notre indépendance. Mais certaines personnes pensent que nous n'étions pas prêts pour réclamer cette indépendance. Est-ce que vous partagez cet avis? L'indépendance est un droit divin, naturel. Je ne sais pas si on a besoin d'être prêt. Et si on n'était pas prêt, sachez qu'on n'aurait pas eu notre indépendance. Je vous ai expliqué le processus par lequel on est arrivé. C'est parce que nous étions prêts, fin prêts. Et la preuve qu'on était tellement prêts, c'est qu'après, nous avons géré notre nation
de façon indépendante et souveraine. Je crois que le thème du jour, c'est justement de la gestion de l'indépendance qu'il s'agit. De façon responsable. Parce que c'est ça, l'indépendance, c'est l'expression de la responsabilité. On ne peut pas prendre son indépendance et continuer à quémander. On ne peut pas penser prendre son indépendance et continuer à vivre dans le giron d'eux en attendant que si ce n'est pas les Français qui doivent venir, c'est les Soviétiques qui vont venir, ou bien c'est les Chinois qui vont régler nos problèmes de route, de voirie. Mais ce n'est pas ça l'indépendance. L'indépendance, c'est certainement la coopération internationale, mais c'est avant tout la prise en compte des problèmes par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors la Guinée a voté le 28 septembre non. Le 2 octobre 1958, la République a été proclamée et la France n'a pas digéré le nom de la Guinée et la France s'est détournée de la Guinée en fermant d'autres portes à la Guinée. La Guinée se tourne vers les pays de l'Est, mais pendant cette gestion de l'indépendance, beaucoup de cerveaux sortent, beaucoup de Guinéens fuient et beaucoup aussi trouvent la mort au Camboiro. Alors, qu'est-ce qui a amené cet état de fait? Vous dites beaucoup de choses en une phrase. Beaucoup de choses en une phrase. C'est des questions très complexes qu'il faut prendre avec beaucoup de parcimonie parce qu'elles relèvent de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est extrêmement important. Je vous ai dit tantôt que l'indépendance de la Guinée, elle n'a pas été factice. Elle n'a pas été une indépendance de façade. Elle a été une indépendance et une souveraineté assumée. Assumée non seulement pour la Guinée et le peuple de Guinée, mais assumée aussi pour l'Afrique, qu'elle a contribué grandement d'ailleurs à libérer. Vous parlez de beaucoup de choses. Vous avez dit qu'il y a eu un exode de la fuite des cerveaux. Mais la fuite des cerveaux, d'abord, premièrement, elle n'est pas guinéenne. C'est un phénomène qui est lié à la nature économique des zones qui arrachent les cerveaux par rapport aux zones qui les produisent quelque part. C'est un phénomène mondial qui se produit. Moi, j'étais aux États-Unis, je sais comment les experts en informatique, par exemple, quittent l'Inde ou la Chine, ou c'est des pays où la performance de l'éducation est dans ces domaines très forte, pour aller aux États-Unis. Il y a même des visas spéciaux qu'on donne à cet effet. Ce n'est pas un phénomène lié à la Guinée. Mais, fuite des cerveaux, lesquels? C'est des cerveaux qui ont été créés par la révolution guinéenne. Quand on avait notre indépendance, combien de licenciés nous avions? On les comptait, une vingtaine, pas plus. Et ça, c'est vraiment être généreux, de licencier. Quelques années après, nous avons 2 universités. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'université Julius Nyerere de Kankara, qui produisent des milliers de cadres diplômés supérieurs dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Sciences, techniques, technologie, histoire, géographie, tous les domaines. Des esprits aigus. La Guinée négocie avec des pays amis pour avoir l'obtention de bourses. Des jeunes Guinéens sont choisis et sont envoyés pour qu'ils se forment à l'extérieur. Ils sont formés de façon magnifique. Certains d'entre eux décident, patriotes, de revenir servir la nation qui leur a permis d'acquérir ces connaissances. D'autres choisissent de vivre tranquillement dans le confort de l'Occident. Mais
Qui a été à l'origine de ça? Vous parlez de fuite des cerveaux. On veut montrer les aberrations qui sont liées au système, les quelques exceptions du système pour combattre le système et montrer que c'est parce que en Guinée, on était des vilains, on était des ogres, mais c'est des histoires. La suite de tous les cadres qui ont formé ce que vous dites, l'indépendance, la période de l'indépendance, depuis 1958 jusqu'en 2017, la gestion de la nation est assurée par qui? Quelles que soient par contre les tendances politiques, idéologiques et politiques que les uns et les autres prennent. Là n'est pas le problème. Mais ils sont sortis d'où? C'est l'école guinéenne qui les a formés. On nous parle de fuite de cerveau, alors que des docteurs en sciences, en quantité, avaient été produits et se retrouvaient dans tous les centres de recherche scientifique, expérimentale, scientifique, fondamentale. Le CEDESCOR ici a été créé, centre de recherche océanographique, qui était rempli de docteurs qui ont été mis au chômage immédiatement après 1984. Nous parlerons de l'évolution de la situation, de la gestion de cette indépendance. Parce qu'en réalité, une chose est irréversible, c'est effectivement l'indépendance de la Guinée. Même s'il y a eu tentative de récupération, même si, à un moment ou à un autre, nous avons senti et nous avons vécu qu'il y a eu une tentative manifeste de renverser la tendance, de sortir la Guinée de cette volonté exprimée le 28 septembre par tout le peuple de Guinée, d'être indépendant et souverain. De la suite, puisque les Guinéens ont accepté de payer leurs impôts en avance pour aider l'État guinéen, que le colonialisme français voulait mettre bas, on a sorti non seulement les capitaux, on a détruit les archives, on a cassé, même les téléphones on a décroché, les ampoules on a cassé, les assiettes qu'on ne pouvait pas transporter au niveau du palais du gouverneur, qui est devenu le palais de la présidence, ont été cassés. Le peuple de Guinée a accepté, a consenti de faire le sacrifice de payer en avance l'impôt de l'année pour que l'État soit. Donc, voilà, Monsieur Touré, oui. Voilà, et célébrer notre indépendance, c'est honorer le courage et le sacrifice de nos héros, mais d'après bon nombre d'observateurs, cette indépendance est très mal gérée aujourd'hui, une mauvaise gestion qui se caractérise par la délocalisation de cette fête indépendance. Partagez-vous ce constat? Bon. On parle de deux choses là. La célébration de la fête de l'indépendance est une chose. La gestion de cette indépendance est une autre chose. Donc, de toutes les façons, c'est un constat. Je crois qu'hier, il a été décidé que ce serait en décembre encore à Kankan. Depuis 2015, on devait faire fêter le 2 octobre à Kankan, non? Nous sommes en 2017. Le 2 octobre, on décide que ça sera repoussé pour décembre. Bon, nous constatons. Nous constatons. Et c'est pour ça. Et puisqu'il y a encore des tentatives malheureuses de prostituer même la date de notre naissance. Le 28 septembre, que le PDG a pris la responsabilité de fêter aux éclats le 28 septembre. En fonction, évidemment, des moyens qu'il a. Mais puisque les moyens du PDG, c'est le peuple de Guinée, on a mobilisé. Et on a fait une grandiose mobilisation populaire que tout le monde, en tout cas tout Conakry, a connu. Donc, nous prenons nos responsabilités et nous laissons les autres gérer comme ils veulent et comme ils peuvent. Le peuple de Guinée est témoin
et le peuple de Guinée jugera. D'accord. Nous allons revenir à la question parce que dans la gestion de cette indépendance, dans la question que je vous ai posée tout à l'heure, on a parlé aussi des gens qui ont connu la prison, d'autres ont trouvé la mort et certains ont eu la chance en 84 d'être libérés. Alors, expliquez-nous un peu 26 ans de gestion de ce pays par le PDG RDA avec le feu Ahmed Sékou Touré. Pourquoi le Kambouaro a été rempli de plusieurs Guinéens? Le Kambouaro a été rempli de plusieurs Guinéens. D'abord, premièrement, le Kambouaro est présenté comme un épouvantail. On le montre comme l'aspect le plus hideux qui soit. Une prison est certainement une prison. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne montre que l'aspect prison. On parle très peu des causes qui ont créé cette prison, des causes qui ont fait que certains Guinéens, puisque nous sommes nombreux comme Guinéens, certains Guinéens ont été dans cette prison. Ces causes, personne n'en parle. Vous voulez faire allusion à des complots, M. Touré? Je veux faire allusion à toutes les tentatives de renverser le régime démocratiquement choisi par les populations de Guinée, du régime qui a incarné la Guinée et qui a été celui qui aujourd'hui, sans conteste, personne ne peut plus le contester, a été le plus bénéfique pour la nation guinéenne en termes de génération d'un équilibre parfait à l'interne. Un équilibre si parfait qu'il a fait de l'État guinéen, sur la base du soutien des populations guinéennes, un État respectable et respecté sur le plan international, sur le plan global. Mais il y a une frange, non seulement certainement de ceux qui, des coloniaux et néocoloniaux revanchards, mais aussi de certains éléments parmi nous qui continuent de façon acharnée à vouloir inverser cette tendance historique par tous les moyens. Et jusqu'à présent, on s'en rend compte. Nous assumons l'histoire. Le PDG assume son histoire. Mais M. Touré, ces tentatives de renversement du pouvoir dont vous faites allusion, et d'autres pensent que ce sont des coups montés de toutes pièces. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne veux même plus revenir sur ces questions-là. C'est un débat fini. C'est pas moi qui le dis. Le PDG a ses archives qui ont été même compromises. Parce qu'après le coup d'État de 84, nous avions nos archives extrêmement bien tenues. Ça a été reconnu par nos adversaires les plus déclarés. Ils ont pris ces archives. Au Kambouaro, nous avions des archives. Pourquoi ils se sont précipités pour les prendre? Éliminer ce qu'il y a de compromettant pour les uns et pour les autres. Pour prétendre qu'ils allaient faire un livre blanc contre la gestion du PDG. Un livre blanc qui n'est jamais paru. Ils sont allés à la présidence de la République, les archives du président, puisqu'ils avaient le pouvoir. Ils sont rentrés, ils les ont prises. Jusqu'à présent, ils les ont dispersés, détruits, ceux qu'ils avaient à détruire. Pourquoi? La tentative de reconquête de la Guinée, elle est certainement un fait, elle est certainement quelque chose qui a eu des effets, mais cette tentative est vaine. Elle ne réussira plus jamais. La Guinée, le peuple de Guinée a connu non seulement
une indépendance que je viens de décrire, mais aussi a connu un processus de gestion de sa nation sur des bases autonomes qui constituent la mémoire de ce peuple-là. Ça ne peut pas être effacé. Ça ne pourra jamais plus être effacé. Même si on crée des événements un 28 septembre, au stade du 28 septembre, pour tuer encore la mémoire ou pour essayer de ternir la symbolique de ce geste grand du peuple de Guinée. Et pour répondre à ma question tout à l'heure, M. Touré, vous avez dit que, en ce qui concerne la célébration de cette indépendance, le peuple de Guinée jugera chacun sur ce qu'il est en train de faire. Et vous voulez dire que vous désapprouvez cette manière de célébrer cette fête? Mais cela va sans dire. Comment on peut approuver le fait de voir la fête qui a donné la naissance de votre pays? D'abord le 28 septembre. Je dis, le bébé est né. Le 2 octobre, le bébé a été baptisé. Au moins, on choisit l'un ou l'autre et on célèbre de façon éclatante et grandiose. Puisqu'on sait que par ailleurs, on ne peut pas nous dire que c'est une question de moyens, ou que puisqu'on fait des mamayas, on fait des trucs, on sait, quand c'est lié à des partis politiques particuliers ou que ce sont liés à des campagnes politiques, on sait combien de milliards sont foutus dans des fêtes qui pour nous n'en valent pas la peine. Encore comparé au 2 octobre. 26 ans que le PDG a dirigé cette nation. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été fait pendant ces 26 ans? Bien sûr. Alors, sur le... Oui, allez-y. Non, bien sûr. Satisfait. On n'est jamais satisfait. C'est un processus. La gestion de la nation ne finit pas. Le peuple ne finit pas. Donc, à chaque étape, il y a nécessairement des nouvelles méthodes de gestion qui doivent être adaptées au contexte dans lequel on est, qui consiste à un contexte évolué par rapport au point où on était antérieurement. Donc, des méthodes doivent être ajustées et aussi qui doivent refléter toujours la vision qu'on a de la nation. Donc, c'est sûr que le PDG, pendant 26 ans, a amené le pays à une réalité. Et cette réalité, je le disais tantôt, parce que quand, par exemple, la dernière fois, le président de la République a dit que le retard du pays était lié au général de Gaulle, à Houphouët-Boigny et à Senghor, c'était bien. Pour le PDG, c'est flatteur. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'en réalité, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces actions nocives-là, à un moment de notre histoire, peut-être qu'aujourd'hui, on serait parmi les pays émergents. Mais ces actions nocives ont été quelque part endiguées, gérées, même par le PDG. Ce qui fait que en 84 et depuis les années 70 déjà, les relations entre les pays dont ces personnages étaient les représentants, avaient mandé complètement avec la Guinée. Nous étions en parfait accord avec tout le monde. Un. Deuxièmement, quand on dit le retard de la Guinée, c'est par rapport à qui? En 84, la Guinée, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, n'avait rien à envier ni à la Côte d'Ivoire, ni au Sénégal. Puisque c'est les deux frères que nous avons et auxquels on peut être comparé directement. Bien au contraire. Une Guinée, je le dis tout le temps, dont la production, dont la gestion du PDG avait mis plus de près d'une cinquantaine d'industries réparties, soigneusement réparties sur l'ensemble du territoire en fonction des potentialités et de la vocation de chacune de ces régions. Une Guinée qui a produit autant de cadres, pour que vous dites que justement il y avait fuite des cerveaux, mais à côté de la fuite des cerveaux, nos cadres étaient envoyés dans les pays africains frères
qui accédaient à l'indépendance pour les aider à mettre en place leurs nouveaux États. Ça a été le cas en Guinée-Bissau, ça a été le cas en Mauritanie, ça a été le cas aux Seychelles, ça a été le cas au Mozambique, ça a été le cas en Angola. Alors, nous n'avons pas à envier aux autres. Ces cadres-là ont été formés. Sur le plan culturel, puisque ce domaine-là, on n'attaque même pas la gestion du PDG. On ne peut même pas attaquer la gestion du PDG. Mais comment voulez-vous qu'une culture soit aussi belle et qu'elle revendique, qu'elle remette en scène l'Afrique tout entière, vivante, sans que cela ne corresponde à un État, à un régime qui soit humainement porté. On ne critique pas. Les aspects culturels, on ne peut même pas critiquer. D'accord. Tous les autres aspects, peut-être. Ceux qui, parmi nous, se liguent avec les anciens colons, les forces de domination qui veulent venir continuer à subjuguer le pays, qui se liguent avec le colonialisme portugais, s'associent, montent une agression barbare, après avoir perdu le terrain sur toute une ligne de complot avérée. Et ce n'est pas avéré parce que nous le disons, c'est avéré parce que ça a été écrit par les commanditaires français eux-mêmes qui le faisaient, qui participaient. Lisez le livre de Levin, le livre de Levin, André Levin, un diplomate français, je crois qu'il était d'origine. Ambassadeur, hein? Il a été ambassadeur après la reprise des relations en 1975, après la reprise des relations entre la Guinée et la France. Il a été l'ambassadeur de la France en Guinée. Il a écrit près de 8 volumes sur la Guinée. Il le dit là-dedans qu'il y a eu, pendant la gestion du PDG, près de 50 tentatives de renversement du régime, d'assassinat, etc., etc. Ce qui veut dire que, puisqu'on disait 26 ans, donc prenons 25 ans en moyenne, ça veut dire 2 au moins par an. Une tentative par semestre. Voilà ce que nous avons vécu. Alors, qu'on se défende contre ça, pour préserver la souveraineté. Et pendant ce temps, on se battait. Parce que s'il y a eu l'agression de la part des Portugais, ça dit que si les forces anti-guinéennes se sont liguées derrière la force portugaise, parce qu'elle était non seulement à proximité, mais c'était un État qui avait les moyens de mettre des bateaux et des soldats en 70 pour venir nous agresser, c'est parce qu'on les chassait de Guinée-Bissau. C'est parce qu'on était présents. Tous les mouvements de libération ont été formés ici en Guinée pratiquement. Ils avaient une école de cadres où ils venaient, où ils prenaient des cours de politique et d'idéologie avant d'aller au front. Ils avaient, moi personnellement, j'ai été, parce que l'université guinéenne à l'époque, on ne sortait pas sans avoir sa formation militaire. J'ai été à la formation militaire. Les 3 mois que j'ai fait au camp Kwame Nkrumah, je les ai passés avec un contingent de jeunes d'Afrique du Sud. Ils faisaient une rotation ici pour la formation à la guérilla pour aller au front. Nous avons participé sur tous les plans. En Guinée, en Afrique et ailleurs. D'accord. Puisque, je vous dis, allez-y demander au Cambodge. Vous verrez. Allez-y demander comment on appelle ce pays-là, au Timor oriental. La dernière fois, je rencontre un monsieur, asiatique. Je le rencontre dans le bureau d'un notaire. Alors, on me présente à lui. Ah, lui, c'est Mohamed Touré, il est le fils d'eux, etc., etc. Alors, ce monsieur de me dire, ah, comment allez-vous? Je dis, ça va très bien. Il dit, ah, moi, mon oncle était celui qui dirigeait la lutte contre l'occupation au Timor oriental. Timor oriental.
J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, c'est pas pour la première fois que je viens en Guinée. J'étais venu et la Guinée nous avait octroyé des passeports. D'ailleurs, moi, mon passeport, le nom qu'il y avait là-dessus, des passeports diplomatiques, le nom qu'il y avait sur mon passeport, c'était Cellou Diallo. Nous avons été de tous les combats pour la réhabilitation de l'homme tout court. Et de l'homme africain avant tout. D'accord. Monsieur Touré n'est pas le seul invité de ce matin. Il y a Monsieur Biavogui qui est également dans son studio pour parler de la gestion de l'indépendance guinéenne. Monsieur Biavogui, vous représentez la jeunesse du PDG RDA ce matin. Pour parler de l'indépendance ou de la vie d'un parti politique, il faut forcément parler de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous dire sur le plan historique qu'est-ce que la jeunesse du PDG RDA a apporté comme contribution par rapport à l'acquisition de notre souveraineté? Ok. Je vous remercie d'abord par rapport à l'invitation, tout en souhaitant bonne fête d'indépendance au peuple militant de Guinée. Je crois que le secrétaire général l'a rappelé, et je ne reviens plus sur ces aspects. Mais l'aspect primordial, c'est autour de la jeunesse, comme vous l'avez si bien dit. Je crois que ceux qui ont mené cette lutte, notamment les camarades Ahmed Sékou Touré, les Saifoula, les Lansana Biavogui, c'est qu'à l'époque des jeunes de 18 à 19 ans, il faut le rappeler. C'est pour vous dire que c'est cette jeunesse consciente qui s'est levée, notamment en tenant compte des difficultés de nos papas, de leurs papas ou de ce qui s'est passé, et ont décidé de s'engager pour vraiment libérer la nation guinéenne. Il faut le dire essentiellement que c'est les jeunes qui ont mené ce combat. Et donc par rapport à ça, l'aspect 28 septembre, 14 jusqu'au 2 octobre, ça a été fait. Mais il y a un élément important qu'il faut rappeler. Parce qu'après le 2 octobre 1958, on a évolué. 3 ans après, qui a conduit aux premières élections démocratiques qui a fait que le président Ahmed Sékou Touré a été élu, notamment le 26 mars 1961, la jeunesse de la révolution guinéenne a été mise en place. Et donc, par rapport à ça, l'idée c'était quoi? C'était de parer à toutes ces divisions communautaires, ethnocentriques. Parce qu'à l'époque, il y avait ces factions de groupements de jeunes qui étaient là. Ça pouvait être de la Basse-Côte, de la Moyenne Guinée, de la Forêt ou de la Haute-Guinée. Et à l'époque, moi, je me rappelle, j'ai un élu, à l'époque, il y avait l'unité d'action aussi des jeunes de Guinée. Et donc, ça a été une décision du gouvernement pour mettre croix à toutes ces l'organisation subjective, parce qu'il faut le dire comme ça, tout ce qui est communautaire, ethnique ou à caractère plus ou moins relatif à une communauté est tout à fait subjectif. Donc nous avons paré à tout ça pour mettre en place la jeunesse de la révolution démocratique africaine. Et cet organe unissait tous les jeunes de Guinée. Tous les jeunes de Guinée se retrouvaient au sein de cet organe. Et donc c'est comme ça la lutte a continué. Essentiellement, comme le président lui-même il a dit, il fallait occuper la jeunesse. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas occupé se démobilise. Et je crois qu'essentiellement, c'est ce que nous vivons pratiquement avec la jeunesse. Bon, on dit que c'est la jeunesse, mais pratiquement, ce sont eux qui sont perchés là-haut, qui nous font subir tout. Et donc, à l'époque, la jeunesse même participait, parce qu'elle n'était pas mise à l'écart. La jeunesse participait aux grandes décisions qui concernaient l'intérêt supérieur de la nation. Et la jeunesse était impliquée. Donc, ce qui pouvait dire que cette jeunesse n'était pas abandonnée à elle-même, elle était une jeunesse responsable, elle était éduquée, parce que le crédit chez nous, c'est la formation. Au-delà de la politique, c'est la formation. La formation politico-idéologique, c'est-à-dire c'est le facteur d'inspiration, mais c'est le facteur même d'inspiration du combat politique du PDG. Et donc c'est pourquoi cette jeunesse était encadrée, était impliquée dans la gestion même de la nation. Et je crois que c'est ce qui a vraiment favorisé le bilan positif du régime durant ces 26 ans. Une heure, vous parlez de la gestion de notre indépendance, c'est vraiment très peu. En 1984, M. Touré, l'armée prend le pouvoir et l'armée dirige le pays pendant 24 ans avec le général Lansana Conté. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette gestion? Bon, d'abord l'armée prend le pouvoir contre le régime révolutionnaire, populaire. Il faut être clair. Aussitôt, toutes les forces liguées contre le régime du PDG se retrouvent autour de ce noyau d'officiers félons
puisqu'ils appartenaient à ce régime-là, ils ont exercé des fonctions non seulement militaires, mais politiques aussi, puisque le PDG intégrait toutes les couches sociales, y compris l'armée. Ces officiers étaient membres de l'Assemblée. Ces officiers étaient membres du comité central du Parti démocratique. Donc, quand je dis officier félon, je sais de quoi je parle. Viennent autour former un bloc pour démanteler systématiquement tout ce qui avait été fait par le PDG. Je vous ai dit les efforts de reconquête de la nation guinéenne. Immédiatement après le coup d'État, c'est un coup d'État, donc illégal, non constitutionnel, qui est venu avec un argumentaire faux. Tout ce qu'ils ont placé comme argument pour venir et occuper le devant de la scène était faux, forgé. Et immédiatement après, ils ont utilisé des conseillers qui sont venus de pays tiers, et généralement même pas de pays africains, pour commencer déjà à démanteler les bases de l'État indépendant et souverain que le PDG avait laissé en héritage. C'est passé ainsi. Et après, ces conseillers, il y a eu des conseillers encore plus européens, mais qui avaient seulement la pigmentation de leur peau qui donnait comme nous, qui sont venus et qui ont aidé grandement les militaires qui avaient au pouvoir à prendre des tendances qu'ils ont prises. Donc, tout ce qu'il y avait eu comme acquis a été relégué. Ils ont commencé les réformes. La réforme de l'éducation, ça a été la première pour mettre bas le système de l'éducation que nous, le PDG, nous avions établi. Et dont les performances, j'en parlais tantôt. Ils ont fait la réforme de la justice. Une justice qui était pourtant une justice populaire, qui permettait à des citoyens reconnus d'avoir la qualité de juge au niveau des communautés, avant que le dossier nous monte même au niveau de la première instance, du tribunal de première instance. Une justice qui, quand il y avait dans une cour de justice une décision à prendre, cette décision était collégialement prise par les juges qu'il y avait dans le dossier, était confié à un juge en particulier qui le traitait, mais qui soumettait ses conclusions à un ensemble, au collège de juges qui constituait le tribunal en question. Non. On a dit non, tout ça c'est négatif, tout ça c'est faux. Il faut balayer du revers systématiquement tout ce qui a été mis en place. Les industries dont je parlais, on dit non, 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 c'est pas bon. C'est des industries qui ne performent pas. Regardez, le taux de profit est nul. Quand vous regardez, on dépense plus dans ces industries qu'on ne... sans même d'études approfondies. En oubliant que l'économie, ce n'est pas que la rente financière qui sort de quelque chose. Une économie, ça dépasse ça. C'est les personnes qui sont employées. C'est les effets induits des personnes qui produisent les produits, comment on appelle ça, les matières premières qui rentrent dans la formation, dans la production de ces industries, etc., etc., etc.
tellement de facteurs induits. On oublie tout ça, on dit c'est la rentabilité financière, et s'il n'y a pas de rentabilité financière, ce qui est d'ailleurs faux, parce que c'est des industries qui fonctionnaient, il faut éliminer. Et ainsi, on se met à brader à des prix dérisoires, on fait des montages, on donne à des petits copains. Les industries, ces petits copains-là viennent, puisqu'ils ne sont pas industriels, ils démontent les machines et ils les vendent sur le marché. Nous avions une flotte Air Guinée qui desservait toutes les régions de la Guinée. Sambailo, Labé, Kankan, Sigiri, Zérekore, Massanta, Farana, je ne sais pas où encore, Kisidou, Bokeh, toute la Guinée était desservie régulièrement. Vous aviez 2 vols par semaine sur chacun de ces aéroports-là. Je parlais la dernière fois, nos pèlerins, cette fois-ci, il paraît que ça a été approximativement correct, puisqu'on a confié ça à une société turque. Mais nous, les pèlerins, ils venaient de Sierra Leone, de Côte d'Ivoire, du Mali, pour s'embarquer avec nos pèlerins ici, dans Air Guinée, pour aller directement, et c'est de Kankan qu'ils allaient directement à faire leur pèlerinage, et revenaient directement dans leur zone. C'est de Labé qu'ils allaient directement pour revenir. Ainsi de suite. Alors, monsieur Touré. Donc, oui. Voilà, on va parler un peu du professeur Alpha Condé. Non, attendez. Donc, démanteler tout ça, carrément. Plus encore, démanteler l'État qui permettait aux citoyens de participer à la vie de sa nation. Pourquoi il y a eu l'équilibre en Guinée? On veut présenter que c'est parce que Sékou Touré était un ogre. Mais vous croyez qu'avec l'adversité, l'inimité qu'il y avait de l'extérieur vis-à-vis du régime du PDG, vous croyez que si il n'y avait pas une harmonie à l'intérieur et que les populations guinéennes ne soutenaient pas effectivement le régime, il allait faire 2 jours? C'est pas vrai. Il y avait un équilibre. Mais ça, c'est depuis 1957. Depuis 1957, avant même l'indépendance. C'est d'ailleurs ça qui a permis l'indépendance. La démocratisation effective de la société. Les démocrates qui nous traitent, nous, de dictateurs, viennent renverser la situation. Et aujourd'hui, vous voyez qu'au Parlement, il y a essentiellement 2 grands partis, il paraît. Ils sont grands parce qu'ils occupent, parce qu'ils sont la majorité ethnique. Ils ont la majorité ethnique. L'un, c'est les Malinké, on le sait. C'est parce qu'on ne le dit pas. Et moi, je le dis. Le PDG doit le dire. Le PDG dit la vérité. Et l'autre, c'est les Peuls. Ces 2 partis se liguent là-bas avec tout ce qu'il y a comme sous-fifre. Puisque quand on est au pouvoir, tous les sous-fifres viennent parce que c'est la mangeoire. Pour sortir une nouvelle loi électorale qui interdit aux populations guinéennes de voter même pour leurs représentants locaux. On dit non, c'est concentré. Ah oui, l'expérience des délégations spéciales là a été rentable, donc on va essayer de voir concocter, garder ces délégations spéciales en faisant un semblant d'élection pour que ces délégations spéciales, en tout cas les partis désignent les personnes qui vont gérer les villages, qui vont gérer... C'est grave, c'est gravissime. C'est un recul de la démocratie. Et il faut le dénoncer. Et il faut le dénoncer parce que ce que ça reflète, c'est qu'il y a un État formel en haut qui est confisqué par des forces et il y a une réalité sociale qui est complètement différente et qui ne se mêle pas. Il nous reste 5 minutes, M. Touré, je le disais tantôt, parler de la gestion de l'indépendance. En 1 heure, c'est vraiment très très peu. Alors, le président Alpha Condé a dit, je prends la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Ceux qui ont aimé la révolution étaient très très contents. Rapidement, qu'est-ce que vous trouvez du changement que la Guinée vit avec le professeur Alpha Condé? Sur le plan international, la Guinée a l'air de briller.
On dit, il y a des accords, il y a beaucoup d'argent, on en parle. Enfin, en tout cas, je crois que même le chiffre de 20 milliards devient un chiffre magique. Partout où il va, il y a 20 milliards qui sont prononcés. Bon, le problème, c'est cet aspect parfait, il est très bien. Mon inquiétude, c'est quelle est la capacité d'absorption de ces 20 milliards ici à l'intérieur du pays. Quand on est dans l'état dans lequel on est, c'est manifeste. C'est même qui négocient, disent l'état guinéen ne marche pas, la gouvernance en Guinée ne veut pas. C'est pour ça d'ailleurs, quand les 20 milliards là vont venir, ça sera géré par les étrangers, depuis le début jusqu'à la fin du processus. D'accord, M. Touré. Alors ça pose problème. M. Touré, parlant de la question du Tien, est-ce que vous reconnaissez que le président Alpha Condé a pris le pouvoir là où le feu Ahmed Sékou Touré a laissé? Non, je ne peux pas reconnaître ça. Je ne peux pas reconnaître ça quand aujourd'hui on remet en cause le pouvoir du peuple de Guinée. Je ne peux pas le faire. Ce serait me nier et nier le combat héroïque du peuple de Guinée tout entier. Est-ce que la Guinée a connu Je souhaite qu'il le prenne justement où le président Ahmed Sékou Touré l'a laissé. C'est un souhait. Et je participe à ça. Je me bats d'ailleurs pour ça. C'est pour ça que jusqu'à présent, je suis de la mouvance, bien que critique. Etienne a posé la question que je voulais poser à monsieur le secrétaire. Monsieur Biavogi, vous avez parlé des mérites de la jeunesse du PDG RDA, version feu camarade Sékou Touré. Aujourd'hui, version monsieur Touré Mohamed. Quel rôle joue la jeunesse du PDG RDA? Par rapport au combat que nous menons, il faut dire qu'essentiellement c'est politique. Mais comme nous l'avons dit, la politique ne va pas sans l'idéologie. C'est le facteur d'inspiration du combat en tant que tel. Ici, qui est totalement différent des autres partis, qui ne sont même pas des partis politiques, il faut le dire, parce que c'est un mouvement, c'est des mouvements politiques. On le dit comme ça. Il a signalé, c'est des grands partis ethniques communautaires, l'un peut, l'autre malinqué. Donc pour nous, c'est subjectif. Et par rapport à la jeunesse de la révolution démocratique africaine, au-delà du combat qui nous anime, au-delà de la vision qui est effectivement la reconquête de la magistrature suprême de l'État guinéen, et comme la Constitution même le concerne, nous organisons des séminaires de formation, des causeries politiques qui est ouvert à tout le monde, ou qui sont ouverts à tout le monde. Que tu sois du PDG, que tu sois de la GRDA ou non, tout jeune de Guinée est appelé à ces causeries politiques que nous animons chaque vendredi à partir de 15h. Et donc les cadres viennent, en particulier, il est présent chaque fois. Et d'autres cadres qui ne sont même pas du PDG, en tout cas qui acceptent, parce que tout le monde, quand on parle PDG, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Donc c'est ouvert à tout le monde. Les spécialistes viennent en fonction des thématiques historiques et actuelles pour qu'en ça, nous essayons d'expliquer. Parce qu'il s'agit d'expliquer le système veut dire quoi. Il s'agit d'expliquer le système pour laisser le libre choix aux jeunes de Guinée de prendre le bon chemin qu'il faut. Nous ne les appelons pas à la formation pour qu'ils viennent au PDG, non. Nous expliquons pas. C'est l'objectif primordial pour nous. Et donc ce sera à eux de prendre le véritable chemin qu'il faut pour le salut du peuple guinéen. On est pris par le temps. Nous souhaitons bonne fête à tous les Guinéens et aussi bonne fête à M. Touré et à M. Biavogi. En 20 secondes, votre dernier mot, M. Touré. Bon, je dirais bonne fête au peuple de Guinée et nous restons très confiants que le peuple de Guinée qui a dans son escarcelle des faits de guerre majeurs pour lui-même et pour tous les peuples africains, continuera ce combat et que nous resterons, n'est-ce pas, fidèles à la vocation première que nous avons, celle de l'indépendance totale de nos peuples, quelles que soient les conditions. Merci à M. Touré. Rabiat Kamara a assuré la technique. Massari Etienne, Ibrahima Djikine, Aïcha Madga Touré au micro aux présentations. C'est ici que prend fin cette émission. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Si nous sommes encore au secondes, mais d'ici là, je vous prie de garder votre sourire. Votre sourire. Votre sourire. Votre sourire. Votre sourire.